faites bien de rallier Eden TV, c'est l'heure de l'information et voici le sommaire. Cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du comité consultatif paritaire de la fonction publique ce mardi matin au cœur de ces assises de 112 heures. L'avant-projet du décret portant sur le statut particulier du corps du personnel de la police environnementale. Rebondissement dans l'affaire de placement hasardeux et à haut risque de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. On en parle dans un instant. Et puis 18 mois après, les Panama Papers révélant une vaste fraude fiscale, le consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, a commencé dimanche à dévoiler sa nouvelle enquête. Merci de votre fidélité. La session extraordinaire du comité consultatif paritaire de la fonction publique a démarré ce mardi matin. Prévu pour durer 112 heures, les cadres à divers niveaux du 10 ministères et les représentants des centrales syndicales auront à examiner l'avant-projet de décret portant sur le statut particulier du corps du personnel de la police environnementale et celui portant sur le statut particulier du corps du personnel enseignant de l'enseignement du second degré. Pour plus de précisions, on écoute les directeurs de cabinet. Il n'est point besoin de rappeler que la situation socio-économique actuelle du Bénin est confrontée à de multiples défis, dont celui de la croissance et de la réduction de la pauvreté, qui va de pair avec la gestion rationnelle des ressources humaines et de l'environnement. C'est pourquoi le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, a voulu, à travers le pilier numéro 3 du programme d'action du gouvernement, améliorer les conditions de vie des populations avec comme axe stratégique 7 aboutir au développement équilibré et durable de l'espace. Il y a un double enjeu. Double enjeu parce qu'il va examiner deux dossiers importants. Celui portant sur l'avant-projet de décret des statuts particuliers des corps des personnels de la police environnementale et aussi celui portant sur les statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré. Ce qui traduit le caractère très important de cette session extraordinaire pour laquelle je remercie le cabinet du ministre. Vous le savez bien, dans le dossier de placement hasardeux à la CNSS, le syndicaliste Laurent Métoyon a été mis en cause par le Conseil des ministres du 2 novembre en tant que président du conseil d'administration de la CNSS entre 2014 et 2015. L'intéressé a eu à apporter sa part de vérité sur différents médias, mais seulement ce lundi, le directeur de la CNSS, Dramane Diatema, est monté au créneau. Il a martelé que les placements effectués entre 2014-2015 à la BIBE n'étaient pas pertinents au regard des conditions de la banque. Ils comportaient des risques évidents de perte. Le ministre des Finances, Romuald Wadagni, quant à lui, a posé une ultime question qui trace sa position sur le sujet. Comment peut-on placer plus de 16 milliards des travailleurs retraités dans une banque qui faisait faillite? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au marché à Kassato, certaines vendeuses dérogent aux normes. Il s'agit des femmes qui abandonnent leur place dans le marché et occupent les trottoirs et les abords de la voie. Une situation qui rend la circulation pénible pour les usagers du marché. C'est du moins ce que nous relatent Samson Oké et Fréjus Fiossi dans leur reportage.
Ici, au marché central d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, les bonnes dames, au lieu d'occuper les espaces à elles réservés à l'intérieur du marché, préfèrent s'installer sur les trottoirs aux abords de la route dans un débordement qui les expose à de nombreux risques. Cette pratique s'observe tous les jours du marché et même les jours ordinaires, malgré les multiples séances de sensibilisation et de rappel à l'ordre initiées par les autorités locales. Je ne peux pas vous dire combien de fois, je vais commencer par le commissariat d'abord, combien de fois nous sommes déplacés sur ces lieux-là pour les sensibiliser de quitter ces lieux-là. Combien de fois la gendarmerie et nous sommes déplacés sur ces lieux-là pour les faire quitter. Combien de fois, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire. C'est la même chose à M. Saint-Ola. Chaque fois, vous répétez les mêmes choses, ils reviennent encore sur les mêmes lieux dans les heures qui vont suivre. C'est déplorable. C'est déplorable, mais c'est une question de vie. Et la vie humaine, elle est sacrée. Et nous sommes vraiment convaincus. Nonobstant ces nombreuses actions de sensibilisation, ces femmes usagères de ce marché continuent et persistent dans cette pratique, faisant ainsi fi des multiples risques auxquels elles s'exposent. Elles sont en train de chercher l'argent, c'est l'argent, mais ce n'est pas à faire de l'argent. Si les voitures ou bien les motos quittent là-bas maintenant pour les renverser, ils vont dire quoi? Qui a créé l'accident? Ce n'est pas eux-mêmes. Et en ce moment-là, ils vont commencer par accuser les tassimans, les émigrants, tout ici. Et ce n'est pas ça. C'est eux aussi qui créent les accidents. C'est une mauvaise pratique parce que si par exemple un camion est en train de passer, rapidement il va les ramasser. S'il ne fait pas attention par rapport à son frein, supposons qu'il n'a pas de frein, il va rapidement les ramasser. Et ça se passe plusieurs fois. L'exiguïté du marché et le manque de place constituent quelques raisons qui poussent ces femmes à se livrer à cette pratique au risque de leur vie. Dans le marché, il y a un problème de hangar qui se pose à l'intérieur. On ne va pas tourner autour du pot. Il y a le problème de hangar qui se pose. Mais nous sommes en train de construire des hangars dans le marché. Et les hangars qui sont dans un état délabré, nous sommes en train de passer. Le processus est en cours déjà pour réfectionner tout le reste des hangars qui sont dans un état défectueux ou dans des états défectueux. Alors, c'est quand nous allons finir cette opération que nous allons commencer la répression. Je vous rassure que sous peu maintenant, on va les faire déguerpir. Ils vont tous quitter là bientôt. En attendant cette mesure de déguerpissement des femmes du marché d'Akasato, occupant anarchiquement les trottoirs, ce phénomène continue avec ses corollaires. Éducation, on s'intéresse à la qualité des différents mets que consomment les enfants à l'école pendant la récréation. La question préoccupe moins parents et enseignants face aux charges et aux problèmes de l'éducation qui paraissent plus urgents. Sécurité alimentaire en milieu scolaire, c'est le sujet que nous propose Jonas Bocci. C'est ici la destination de l'argent du petit déjeuner que nous donnons à nos enfants en échange des repas qu'ils mangent pendant la récréation. Et parlant justement de repas, de la cuisson à la vente, comment se fait le contrôle de la qualité des nourritures servies aux élèves dans les établissements scolaires? La cuisson, au niveau de la cuisson, c'est un peu difficile puisque nous ne suivons pas ces bonnes dames depuis leur maison. C'est quand elles viennent ici maintenant que nous faisons des tours, des visites inopinées pour voir comment ces repas-là se présentent, quelle est la qualité, est-ce que c'est bien cuit, est-ce que c'est bien entretenu. Et je me fais souvent aider de mon surveillant général, parfois de mon censeur. Donc nous faisons des tours pour voir si ces aliments-là répondent à ces critères. C'est clair que les chefs d'établissement scolaire ne peuvent répondre du soin qui devrait entourer la cuisson des repas servis aux élèves. Mais qu'en est-il donc du contrôle de la qualité des nourritures vendues aux élèves dans les établissements scolaires? Souvent, nous-mêmes on descend là, par moment, pour voir. C'est à l'œil nu, quand on dit pour voir, on n'a rien de spécifique. Pour voir, est-ce que le milieu dans lequel ils sont en train de vendre, c'est propre? Est-ce qu'ils ont balayé avant de commencer à servir? Parce que ce qu'ils amènent, nos apprenants prennent, nous aussi nous consommons.
Et quand bien même le contrôle se fait sans aucun instrument, il faut se réjouir qu'il y a eu au moins un contrôle, car ce n'est pas toujours le cas. Les surveillants généraux sont sollicités parfois pour le faire, mais c'est très difficile. Très difficile parce que les vendeurs ne sont pas prêtes à accepter le contrôle de leur nourriture. Les innombrables problèmes qui minent l'éducation au Bénin submergent le souci du contrôle de la qualité des repas servis aux élèves dans les établissements scolaires. Et pourtant, se nourrir est aussi un besoin vital, comme l'instruction qui semble détourner l'attention des acteurs de l'école, de la sécurité alimentaire, des apprenants. Toujours sur ce même sujet, on s'interroge. Que prévoient les tests en matière de sécurité alimentaire dans les établissements scolaires et qu'est-ce qui se fait en réalité pour assurer la qualité des repas que consomment les enfants dans les écoles? C'est le second point qu'aborde également Jonas Bouchi dans les séries de magazines sur l'éducation. Il y a d'abord une instruction du ministère qui demande chaque année que les vendeuses aillent aux soins, faire des visites, des examens médicaux. Un certificat de visite médicale, c'est la seule condition imposée aux bonnes dames qui voudront vendre à manger aux élèves dans les établissements scolaires. Un certificat dont la délivrance est laissée aux bons soins de ces femmes qui s'arrangent très souvent pour s'en procurer. Et lorsque les agents d'hygiène décident de subordonner la délivrance de ces certificats médicaux à la visite des vendeuses dans leurs écoles, seules les plus chanceuses les accueillent une fois l'an. C'est les services d'hygiène qui viennent dans la maison et font le contrôle au début de chaque année. Et c'est ce service d'hygiène-là qui donne le OK à ces bonnes dames-là qui vendent à nos enfants dans l'établissement. Juste là, ce que nous avons eu comme périodicité, c'est une fois comme ça, l'an. Ça n'a pas été répété 2 fois depuis que je suis là. Il y a 2 ans de cela, il y a les agents d'hygiène qui sont arrivés nous voir. Ils nous ont visités, comme ils ont vu les cuillères sur le feu, ils ont dit de continuer comme ça. Vous l'avez bien entendu, la dernière visite des agents d'hygiène aux vendeuses du CG1 Lokosa remonte à 2 ans, ce qui fait dire au surveillant général de ce collège qu'il n'y a pas en réalité un contrôle de la qualité des repas servis aux élèves. En réalité, on n'a pas un service de contrôle d'hygiène. Parce que ce contrôle-là, ce service devait être fourni par soit la mairie ou l'hôpital de zone qui délivre à ces bonnes dames-là les certificats médicaux aptes à vendre comme inaptes à ne pas vendre. Ça veut dire que en retour plutôt, ils doivent venir ici contrôler est-ce que ceux qui sont en train de vendre vendent dans de bonnes conditions. Mais il faut essayer de constater que ce n'est pas toujours le cas. Comment peut-on se fier à la bonne volonté des vendeuses de nourriture dans les établissements scolaires pour assurer une bonne qualité des repas servis aux élèves, alors qu'on sait bien que la cupidité ne laissera jamais place à la pitié dans le cœur de ces commerçantes de nourriture pour qu'elles se préoccupent de la santé des enfants? Hors de nos frontières, les autorités nigérianes ont détruit publiquement plus de 54 tonnes de stupéfiants lundi à Kano dans le cadre des efforts déployés pour débarrasser les villes des drogues illicites. Faut-il le rappeler, Kano est la ville qui concentre le plus de toxicomanes au Nigeria. Écoutons à présent le président de l'agence du contrôle de drogue du Nigeria. C'est un honneur et un devoir de nous adresser à vous aujourd'hui alors que nous nous réunissons pour assumer cette responsabilité solennelle et légale de détruire publiquement les drogues saisies par le commandement de l'État de Kano de l'agence, comme l'ont ordonné les tribunaux. Saisir 54,244 tonnes métriques de médicaments dans un état, ce n'est pas une bonne nouvelle. Cela représente l'étendue et la prévalence de ces substances mortelles dans l'état. La tendance dans cet état est plus complexe parce qu'il s'agit de saisies de drogues multiples, toutes en quantité considérable.
Compte tenu des statistiques disponibles et alarmantes sur la consommation de codéine dans l'état de Kano et de ses environs, il est devenu obligatoire pour nous en tant que citoyens d'utiliser collectivement toutes les influences que nos positions nous confèrent pour faire campagne en faveur d'un financement accru de la NDLEA, tout comme le fait son Excellence le gouverneur exécutif de l'état de Kano. La Cour suprême a suspendu lundi le processus électoral au Libéria à la veille du second tour de la présidentielle entre l'ex-star du football George Weah et le vice-président Joseph Boakai sans fixer une nouvelle date au scrutin. La coalition pour le changement démocratique CDC de Weah a immédiatement réagi en déclarant qu'ils utiliseront la décision pour se préparer correctement. Voici quelques extraits du président de la Cour suprême et l'avocat de la CDC. Il est interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce que les recours déposés par les pétitionnaires aient fait l'objet d'une enquête et, le cas échéant, que la procédure appropriée par l'intermédiaire de la Cour suprême du Libéria soit. La coalition prend connaissance de la décision. Nous l'utiliserons pour éclairer notre préparation. Et nous voulons que ce soit clair. Cette affaire n'a pas impliqué la CDC en tant que parti. C'est la Cour suprême qui a rendu une décision contre la Commission électorale nationale et non contre la coalition pour le changement démocratique. Ce que nous en avons tiré, c'est qu'il nous donne à tous l'occasion d'examiner les enjeux des élections du 10 octobre. Nous ne pensons pas que les élections ont été parfaites, mais nous pensons que la volonté du peuple libérien a été claire lors de cette élection qu'elle a favorisé la CDC. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a limogé lundi son vice-président, une décision interprétée par l'opposition comme une manœuvre pour ouvrir la voie à la première dame pour succéder le moment venu au chef de l'État. Grâce Mugabe n'a d'ailleurs pas tardé à réclamer le poste. Le pouvoir, comme vous allez l'entendre, ne manque pas d'arguments pour justifier le limogeage du vice-président. Le vice-président a systématiquement et constamment fait preuve de manque de loyauté, de manque de respect, de malhonnêteté et de manque de sérieux. Je vous le disais en titre, 18 mois après le scandale des Panama Papers portant sur une grande fraude fiscale à l'échelle internationale. C'est à présent les Paradise Papers qui révèlent une évasion fiscale mondiale astronomique de 350 milliards qui éclabousse certaines personnalités du monde entier. Ce sont là les résultats du consortium international des journalistes d'investigation à partir d'une fuite massive de documents issus notamment des cabinets d'avocats à Playbay spécialisés dans les activités offshore. C'est tout pour cette édition. Nos informations sont aussi à suivre sur Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.